retour de notre émission spéciale JO sur Africa 24, suite de notre dossier sur la lutte antidopage. C'est dans quelques instants, vous allez voir en images. Et puis nous parlerons également de la journée de mardi, avec bien sûr l'agenda. Nous ferons un gros plan sur le Kenya de nouveau. Et puis, comme je vous le disais, nous parlerons de la journée de mardi. Notre plateau, je vous l'ai dit, avec Nina Kanto, l'une des plus grandes handballeuses franco-camerounaises, qui est avec nous sur ce plateau, qui a mis un terme à sa carrière. Hein? Oui, c'est ça. Elle dit ça avec le sourire, mais dans le cœur, c'est pas vraiment ça. Samy Machtabi est avec nous. Samy, bonsoir. Bonsoir, José, bonsoir. Et puis Sigra Silla, une spécialiste de basket qui passe vraiment son temps sur les parquets pendant le championnat. Vous avez raison. Et puis la question de l'FC, pas de l'FC, mais des JO, selon vous, le dopage est-il aussi un problème africain? Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi JO 2016, @africa24tv.com. Juste après ce jingle, nous ouvrons le dossier de cette émission. Ce ne sont pas vraiment les temps forts, mais juste la suite de notre dossier sur la lutte antidopage. Et regardons ce sujet de l'FC Uno et après nos commentaires. Le Kenya est l'un des grands pays de l'athlétisme en Afrique. Afin de crédibiliser ses performances à l'international, le pays s'est engagé à lutter contre tout acte de dopage. Chargé de mettre en application les sanctions contre les contrevenants, l'Agence nationale antidopage prévoit $1000 d'amende et ou 1 an de prison. Elle va même plus loin en imposant $30 000 ou 3 ans de prison à tous ceux qui auront encouragé l'utilisation de substances artificielles. Menacé d'interdiction de participer aux Jeux olympiques de 2016, le Kenya court en effet le risque de se faire suspendre. Un avertissement qui interpelle ses nombreux athlètes. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je n'utilise aucune substance dopante. Si je gagne Tokyo, si je fais mes preuves au JO, je montrerai au monde, je leur prouverai que s'entraîner est ce qu'il y a de mieux, mais pas le dopage. La Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest encourage également la pratique de sports sains sans substance. Le pays qui s'apprête à accueillir les 8e Jeux de la francophonie en 2017 semble saisir l'enjeu de la sensibilisation à la lutte antidopage. Pour ce faire, les dirigeants se sont engagés à multiplier les séminaires et les moyens de lutte comme la sensibilisation destinée aux encadreurs et aux sportifs. Nous voulons qu'on fasse une formation adéquate de personnes propres à faire le contrôle du dopage et nous sommes en contact avec l'Agence française de lutte contre le dopage et donc cela doit se faire avant les Jeux de la francophonie. Donc notre équipe est mobilisée, ce sont des gens compétents qui ont le label de là-bas. Nzabamba fait partie des 7 qui ont le label du contrôle du dopage de l'Agence mondiale antidopage. Nous avons fait des séminaires de formation, aussi bien à l'endroit des athlètes que des encadreurs, c'est-à-dire les coachs d'athlétisme et d'autres fédérations. Même si le dopage favorise les bonnes aptitudes et capacités sportives, il est un moyen illégal et dangereux pour la santé physique et mentale des sportifs. Les États africains affichent de plus en plus leur volonté d'appliquer la législation antidopage. Entre 2015 et 2016, ce sont 5 cas positifs que le gouvernement algérien a par exemple détectés sur près de 1300 joueurs, tous sexes confondus, lors de matchs officiels. L'objectif étant d'arriver à 0 cas de dopage d'ici à 2020. Voilà, Nina, nous n'avons pas tous joué à votre niveau, mais on a tous toujours besoin d'un petit fortifiant pour se mettre en forme lorsqu'on va jouer un match de qualité. Mais aller jusqu'à se doper, vous en avez connu oui, pas des gens qui vous ont avoué, mais peut-être à un moment vous avez été confronté à des gens qui étaient beaucoup plus forts que vous, plus fortes parce que ce sont plutôt des femmes que vous avez rencontrées, et vous vous êtes posé peut-être aussi la question. Dans le handball, c'est pas quelque chose qu'on a coutume de rencontrer parce que c'est vrai que c'est un sport qui est quand même très technique. Après, effectivement, on a besoin de certaines qualités athlétiques pour pouvoir percer et jouer à très haut niveau. Maintenant, moi, je pense que c'est aussi une responsabilité personnelle. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que ce sont des structures, des entraîneurs qui incitent les athlètes à se doper. Mais à un moment donné, il faut aussi penser que c'est votre santé qui est en jeu, quoi. C'est toujours le problème de l'argent, de l'appât du gain qui fait que les gens prennent des décisions qui, je pense, peuvent regretter sur le long terme. Mais c'est vraiment une responsabilité personnelle. Aujourd'hui, on sait que
nous, on a le système Adams qui nous, on va dire entre guillemets, nous flique. C'est-à-dire qu'on a donné nos données de localisation tous les jours pour qu'ils puissent venir nous contrôler. Et effectivement, c'est vrai qu'en France, c'est quand même vraiment assez strict. Mais on a quand même eu certains cas d'athlètes français qui ont été reconnus dopés. Maintenant, moi, je n'ai pas spécialement côtoyé. Voilà, nous allons voir quelques images justement, et puis en même temps, nous allons poser la question à Samy. Samy, on se souvient de Ben Johnson. C'était à Séoul, lorsqu'il avait été pris la main dans le sac. Il avait quasiment battu le record du monde sur 100 mètres en descendant à moins de 10 secondes. Mais tout le monde s'est posé la question. Et après ça, on a découvert que Ben Johnson, le Canadien, bon, tout le monde avait été un peu triste parce que bon. Oui, parce que justement, ce sont un petit peu ces tricheurs, ces dopeurs, ce sont des assassins du sport, parce que ça tue les rêves qui font naître en nous. On peut dire la même chose de Marion Jones, par exemple, qui était quand même l'icône du sport féminin à un moment donné, qui avait signé un contrat extravagant, exorbitant chez Nike, qui était dans tous les écrans, sur tous les écrans, et voilà, on apprend qu'en fait, elle avait triché. On peut citer aussi Armstrong, qui est quand même responsable du plus grand système de dopage dans le sport professionnel. Donc oui, c'est dommageable, ça fait du mal au sport, et on sent vraiment que c'est plutôt une démarche égoïste de la part de ces sportifs qui ont vraiment privilégié leurs propres intérêts sans penser justement au mal qu'ils font à leur sport et à leurs supporters. Oui, voilà. Sira, vous allez peut-être dire, Sira, que j'exagère, mais chez nos athlètes africains, ce sont des qualités naturelles. Mais il semblerait que l'Afrique est touchée par le phénomène. Oui, je pense que c'est un sujet sans frontières au final. Enfin, ça touche que ce soit l'Europe, l'Afrique, vraiment tous les pays. Et comme l'ont dit Samy et Nina, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche beaucoup les performances individuelles. C'est vrai que sur les sports collectifs, la performance est collective. Donc même quelqu'un qui qui est dopé et donc à multiplier sa performance athlétique, ça n'aura pas forcément d'effet sur la performance collective de l'équipe, alors que sur des sports individuels, c'est vrai que c'est des responsabilités vraiment individuelles et c'est dommage que ça touche autant d'athlètes au final. Ouais. Juste une question, vous avez été amené à écrire déjà sur un dossier dopage, non? Oui. Ouais. Il y a quelques années, il y a Diana Taurasi, donc qui est une des meilleures joueuses américaines et une des meilleures joueuses au monde, qui a été soupçonnée justement et qui a été sous la menace d'une suspension et au final on a découvert. Elle a été innocentée en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que ça avait fait du bruit parce qu'aux États-Unis, c'est des cas rares dans les sports collectifs, et notamment dans le basket. Et après, c'est vrai que c'est une très très grande joueuse. Et puis voilà. Oui. Alors nous allons partir dans le village olympique avec les images d'Hassan Dam qui a perdu. Vraiment, lorsque l'information est tombée pendant la nuit, nous avons tous été marqués par cette défaite contre le Brésilien Michel Borges. Donc, une défaite pas par KO, mais au point. Et Hassan est en ligne avec nous. Hassan, bonjour ou bonsoir Hassan. Bonjour. Vous êtes dans le village. Hassan, juste après ça, Hassan, nous allons vous poser quelques questions. Après ce jingle. Mon cher Hassan, qu'est-ce qui s'est passé? Hassan, racontez-nous tout. J'ai fait mon combat. En fait, j'ai déroulé mon combat comme un professionnel, c'est-à-dire que j'ai observé qu'est-ce qu'il va me proposer comme stratégie, et j'ai découvert un gars qui boxait en large crochet, qui boxait en large crochet. Donc voilà, et à partir du deuxième et du troisième round, j'ai essayé de mettre la pression pour regagner des points, parce que j'étais perdant du premier round, donc je le savais. Et je suis quand même étonné du pointage, mais bon, après, vous savez, on peut pas juger, parce que le pointage amateur et le pointage professionnel, c'est pas vraiment la même, c'est ce que je découvre. Et puis je suis un peu déçu par rapport à ça, mais je suis pas déçu de mon travail. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai boxé contre nature. Je suis un boxeur qui boxe souvent en contre. Et là, j'étais obligé d'avancer. J'étais pas dans ma catégorie. J'avais un boxeur plus puissant, plus grand que moi. Il fallait que j'avance et que j'impose un rythme. C'est les Jeux Olympiques, il y a 3 rounds. C'est pas une 12 rounds. Et il fallait tout de suite être dans le combat. Voilà. Oui. Déçu un peu, mais
Hassan, il n'y a pas que vous, côté camerounais. Il y a aussi Fotsala Simplice qui a perdu. Il y a aussi d'autres boxeurs parmi les Égyptiens qui ont perdu. Il y a des Marocains aussi. Alors, est-ce que vous contestez la décision du juge? Parce qu'effectivement, en 3 reprises, ça va très, très, très vite. Est-ce que vous avez le sentiment que les juges se sont trompés? J'ai le sentiment qu'il y a quand même une décision maison. Voilà. C'est un Brésilien. Les Jeux Olympiques sont organisés à Rio, au Brésil. Il a tout le soutien du public qui a influencé beaucoup le pointage du juge. Parce que même quand les coups n'étaient pas marqués, ça criait de partout. Donc forcément, les juges étaient influencés. Et quand je travaillais, il n'y avait pas beaucoup d'impact sur mon travail. Donc je pense que ça a été un peu influencé et le jugement n'a pas été logique. Voilà, donc c'est ce que je dis. Je pense que c'est un bon boxeur. J'ai rencontré un bon boxeur. En aux Jeux Olympiques, il faut savoir, tous ceux qui sont ici sont les meilleurs de leur catégorie, de leur pays. Et les Jeux Olympiques, c'est les meilleurs du monde en amateur. Et j'ai relevé ce défi de venir rencontrer les meilleurs en amateur. Donc aujourd'hui, voilà, tout ce que beaucoup de pros ont décliné cette offre. Moi, j'ai accepté. Je suis un homme de défi et j'ai accepté ce défi. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez rester dans le village, vous allez encourager ceux qui restent parmi les Africains. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on a encore 2 boxeurs en lice au niveau Cameroun. Il y a Wilfried et Ismaël Mahan. Donc, on essaye avec mon entraîneur, avec notre expérience, de pouvoir leur apporter un plus pour qu'ils puissent avancer et puis aller au plus haut de la compétition. Donc, pour l'instant, on est là, on les encadre, c'est nos petits frères, on les encadre, on est avec eux et on essaie de les accompagner, tout simplement. Voilà. Eh bien, Hassan, merci, bon courage. Et puis, lorsque nous aurons l'occasion de rentrer en liaison encore avec vous, bien entendu, dans le village, pour avoir d'autres athlètes du continent africain et puis connaître un peu leur parcours. Merci, Hassan, et bon courage. Merci, n'hésitez pas. À bientôt. Un petit tour de table rapide avant de revenir sur la loi antidopage. Vous avez entendu le témoignage d'Hassan qui est un peu triste. Parce que c'était vraiment un espoir sûr. En plus, moi, je suis camerounaise, donc je suis triste pour lui aussi. Ça m'a énervé, mais bon, on sait que c'est la loi du sport, ça peut être très cruel. On s'entraîne des mois, des années pour un événement, et on sent qu'on l'a bien préparé, et tout s'effondre en quelques minutes, ou en quelques secondes. Après, ce sont des sports où c'est vrai que les arbitres ont une grosse influence. Voilà, par rapport à la notation, donc on comprend toute sa frustration. Maintenant, voilà, comme on dit toujours, c'est pas parce qu'on a eu un échec que ça enlève ce qu'on a pu faire par le passé. Ça reste un très grand de la boxe, et voilà, on reste très fiers de lui en tout cas. Oui, Samy, moi j'ai voulu être boxeur, mais j'avais peur. J'ai peur des combats. Vos impressions sur... Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment dommageable. Après, la boxe olympique, c'est quelque chose de différent par rapport à la boxe professionnelle. C'est 3 rounds de 3 minutes, ça va vite. Si on a un diesel, ça peut être compliqué. Donc oui, il faut vraiment tout de suite se mettre en route. La question des touches, la question des juges, il n'y a pas vraiment de chaos possible. Il faut vraiment mettre le paquet dans le 3e round et c'est rare. Donc c'est compliqué. C'est une autre boxe que la boxe professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour le Cameroun parce que le Cameroun n'a que 5 médailles aux Jeux Olympiques, donc ça aurait été sympa. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et Syrah, vous préférez être suspendu au panier, vous? Oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, tout sportif rêve de faire les Jeux Olympiques, même tout non-sportif. Moi aussi, je rêve de faire les Jeux Olympiques. C'est une chose d'y être, de participer à la cérémonie. Et après, le deuxième objectif, c'est vraiment de performer à ces Jeux Olympiques. Parce qu'au final, ce qu'on retient vraiment, c'est les médailles. C'est les médaillés et les performances. Donc, c'est vrai que c'est dommage du coup, de s'en priver. Mais bon. Comme il dit, il faut rebondir et puis voir pour la suite. Exactement, mais je fais confiance à Hassan. Avant de clore cette deuxième partie de l'émission, retour sur la lutte antidopage avec 3 témoignages. Ils étaient nos invités hier. Tout d'abord, Edith Giscard-Nono, journaliste, qui va évoquer la question russe. Il va parler de Vladimir Poutine. Yacine Bouali, l'exemple d'un entraîneur russe qui a fait du mal aux footballeurs algériens et le point de vue de Joël Montlouis. C'est parti, écoutez. Écoutez, je disais que je suis admiratif de l'attitude du président Poutine, qui est monté au créneau, qui n'a pas hésité. D'ailleurs, ça devrait aussi rappeler à certains présidents que lorsqu'on parle de l'olympisme d'une compétition comme celle-là, ils se doivent d'être présents. Parce que vous avez vu actuellement du côté de Rio, il y a quand même une quarantaine de chefs d'État qui sont présents, dont François Hollande. Ce ne sont pas des présences anodines.
Ce sont des présences qui ont tout leur rôle, toute leur signification. Ce qui s'est passé dans les années 70 et les années 80, pour la fameuse sélection algérienne des années 82, il y a une dizaine de joueurs dont les enfants sont nés handicapés. Donc ce n'est pas un hasard. Et à un moment donné, ils ont décidé d'agir parce que quand on a commencé à parler du dopage à grande échelle et les pratiques qui sont faites par les ex-pays de l'Est, donc ils ont eu la puce à l'oreille, donc ils ont décidé d'agir. Donc ils se sont constitués en comité, ils ont déposé plainte contre X pour savoir c'est-à-dire quand ils ont été victimes pendant de longues années de ces pratiques, pendant pratiquement une quinzaine d'années, ces joueurs de très haut niveau, lesquels apparemment les joueurs expliquaient qu'avant chaque repas, on leur mettait un comprimé, ils leur disaient ça, c'est pour que vous soyez en forme. Il y a beaucoup, et leurs enfants, ils sont handicapés. C'est à partir de là que ces joueurs-là ont su qu'ils ont été victimes de dopage. Finalement, le dopage est quelque chose de très difficile à appréhender. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il est protéiforme. Il y a différentes sortes de dopage. On peut avoir un dopage dû à la transformation du corps, comme avec les hormones de croissance. Ça peut être de l'oxygénation avec le sang. On peut avoir des problématiques de force, de puissance musculaire, meilleure concentration, etc., etc. On en est même maintenant au dopage dit génétique, voire technologique, avec le cyclisme et cette athlète qui a été sanctionnée parce qu'elle avait un vélo à moteur. C'était dans une discipline de bicross. Donc ça, c'est la première difficulté. Exactement, tout à fait. Je vois que vous suivez très bien. Et la deuxième difficulté, c'est qu'au final, on est face à une problématique qui est mondialisée et généralisée dans le sens où, qu'on s'entende, il ne s'agit pas uniquement d'une discipline en particulier, mais c'est le fait de plusieurs disciplines. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur la lutte anti-dopage. À venir pour la troisième partie de cette émission, le programme de ce mardi 9 et notre agenda ainsi que les nouvelles du continent dans ces Jeux olympiques de Rio. À tout à l'heure, restez avec nous.